Bonjour et bienvenue à Cible Grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je suis Mélanie Couture, votre animatrice aujourd'hui, et je suis aussi titulaire de la chaire de recherche. Donc, aujourd'hui, le sujet est le suivant. Savez-vous qu'il est obligatoire de signaler les situations de maltraitance envers les personnes aînées et les personnes en situation de vulnérabilité au Québec? Donc, aujourd'hui, on s'adresse principalement aux Québécois parce qu'on va parler d'une loi qui encadre justement le signalement obligatoire au Québec. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible l'application du signalement obligatoire au Québec selon la loi. Euh, donc, on réaffirme tout de suite qu'on ne parle pas d'enfants. Donc, la maltraitance envers les enfants, c'est d'autres lois qui s'appliquent. Aujourd'hui, on parle vraiment des adultes en situation de vulnérabilité, incluant aussi les personnes aînées. Super important à tenir compte. Puis pour commencer, il faut que je fasse un petit peu d'histoire. Donc, en mai 2017, l'Assemblée nationale a adopté la loi 6.3. Je vais vous dire le nom complet. Donc, la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, tout au long du podcast, je vais vous dire la loi 6.3. Je ne répéterai pas le titre au complet. Et c'est vraiment dans cette loi-là qu'on a introduit l'idée du signalement obligatoire. Il faut faire attention parce que dans la version 2017, les critères pour le signalement obligatoire n'étaient pas la même chose qu'en 2022 où il y a eu des modifications. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on parle vraiment de ce qui s'applique depuis 2022 dans la loi après les modifications. Et le but du balado est justement de vous expliquer ces spécificités-là parce que ça ne s'applique pas tout le temps à tout le monde, le signalement obligatoire. Et je n'irai pas lire des sections de la loi. Vous pouvez, si vous le désirez, aller lire la loi au complet directement sur le site Internet de Légis Québec où plusieurs lois sont disponibles, dont la 6.3 également. Donc, vous pouvez chercher loi lutter contre maltraitance. Vous allez le trouver facilement. Pour les personnes travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux qui écoutent le balado aujourd'hui, veuillez vous référer à votre politique d'établissement pour plus de détails parce que dans la loi 6.3, justement, c'est indiqué que tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, principalement les CCIUS, doivent avoir une politique pour contrer la maltraitance dans leur établissement. Et dans cette politique-là, ça doit être statué justement le processus de signalement obligatoire également. Ce que je vais expliquer, c'est vraiment les principes qu'il y a dans la loi aujourd'hui, parce qu'on comprend que quand on lit une loi, ça peut être compliqué, puis des fois, on ne sait pas trop comment l'appliquer. Première étape, puis je suis sûre que vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire signaler? Donc, je ne parle pas de signalement obligatoire, je parle de signalement en général. C'est qu'au Québec, une personne apte qui vit de la maltraitance doit normalement porter plainte, donc déposer une plainte elle-même aux autorités désignées. Là, je dis autorités désignées, je vais vous expliquer c'est quoi les autorités désignées plus tard. Mais l'idée, c'est que la personne elle-même fait une plainte quand elle vit de la maltraitance, si elle est apte. Souvent, à ce moment-là, c'est que le rôle des autres personnes, des intervenants, ça va être de soutenir la personne dans le processus de plainte. Donc, on ne fait pas la plainte à sa place, on la soutient, on l'aide, on va avec elle au rendez-vous, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas l'autre personne qui fait la plainte. Le signalement, c'est vraiment quand c'est une autre personne qui va signaler, finalement, qui va le problème, la situation de maltraitance aux autorités désignées avec le consentement de la personne. Okay? Donc, la personne dit, bon, ben là, je vis de la maltraitance, est-ce que tu veux que j'aille signaler? Oui, fais-le à ma place. Bon, on le fait. Et l'idée, c'est vraiment quand la situation ne se règle pas par elle-même. Parce qu'il y a certaines situations de maltraitance, les gens vont le régler eux-mêmes. S'ils se font insulter par quelqu'un, bousculer un peu, puis ils disent « je te vois plus jamais », le problème est réglé. Donc, on parle vraiment des situations où les gens ont besoin d'aide pour se sortir de la situation de maltraitance. Fait que ça, c'est important à comprendre. Et signaler, ça veut dire transmettre verbalement ou par écrit. Finalement, les informations concernant une situation, bon, présumée ou confirmée de maltraitance aux autorités désignées. Donc, j'ai bien dit présumé ou confirmé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être certain à 100%. Là. Quand on a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une situation de maltraitance, on peut procéder, il n'y a pas de problème. L'idée, comme je dis, c'est de déclencher un processus formel de suivi. Donc, on va chercher de l'aide et on
intègre la personne finalement dans la structure qui est là pour répondre aux situations de maltraitance au Québec, on commence à avoir un petit peu plus de structure et de services disponibles. Donc, c'est pour accéder à tous ces éléments-là pour faire cesser ou au moins améliorer la situation de maltraitance qui est en cours. Donc, c'est vraiment, on signale pour que la personne puisse recevoir de l'aide. Puis, je vais ramener cette idée-là souvent aujourd'hui parce que c'est vraiment important de comprendre que c'est ça, au bout du compte, c'est d'aller chercher de l'aide pour la personne. Donc, signaler c'est avec le consentement de la personne. Le signalement obligatoire, c'est que c'est sûr qu'on recommande de signaler avec le consentement de la personne, mais quand les conditions de signalement obligatoire sont présentes, ça veut dire qu'on peut signaler sans le consentement de la personne. Donc, c'est ça la nuance, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont obligées de signaler quand ils voient de la maltraitance et même sans le consentement de la personne qui vit la maltraitance. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que dans certaines situations, la personne ne réalise même pas qu'elle vit de la maltraitance et c'est important d'aller signaler même si elle ne veut pas. Puis là, on va aller un petit peu plus en détail. Vous allez comprendre quand je vais donner les exemples de contexte dans lequel le signalement est obligatoire, ça va faire un petit peu plus de sens. Donc, l'obligation de signaler dans la loi 6.3, puis il y a aussi des sanctions pour les personnes qui ne signalent pas. On va aller un petit peu plus en détail là-dessus aussi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit signaler qui a l'obligation de signaler et dans n'importe quelle circonstance. Fait que là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de quand le signalement obligatoire s'applique. OK? Qui a l'obligation de signaler au Québec? C'est habituellement les professionnels reconnus en vertu du Code des professions. OK? Donc, c'est les ordres professionnels, par exemple. Puis faites attention, il y a plusieurs personnes qui ont l'obligation de signaler puis ils ne savent pas. Par exemple, nous, on avait travaillé avec l'Ordre des comptables. Maintenant, les comptables sont au courant, en tout cas, sont supposés être au courant, mais ils ont, puis là, vous dites pourquoi des comptables? Bien, il y a la maltraitance matérielle et financière, donc, qui peuvent voir, eux, puis dire, oups, il y a un problème ou j'ai l'impression qu'il y a un problème. Et ça, c'est important, ce que je dis, c'est un motif raisonnable de croire qu'il y a la maltraitance. C'est pas obligé de prouver à tout prix. C'est beaucoup mieux de dire, ouf, il se passe quelque chose, j'aime mieux pas prendre de chance et signaler que de pas signaler, puis finalement, la personne est prise dans cette situation de maltraitance-là. Et on travaille présentement aussi avec l'Ordre des hygiénistes dentaires. Donc, les hygiénistes dentaires ne sont pas nécessairement dans le réseau de la santé, sont dans des cabinets privés et ont aussi l'obligation de signaler dans certaines circonstances. Je vais revenir sur les circonstances tantôt. Il y a aussi les prestataires de services de santé et de services sociaux. Donc, c'est un terme un peu compliqué, mais ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui fournissent directement des services pour le compte d'un établissement du réseau de la santé, d'une résidence privée pour aînés, donc une RPA, des ressources intermédiaires, les RI, ou les ressources de type familial RTF. Donc, en bref, si vous donnez des services directs, puis vous êtes pour ce type d'établissement-là, par exemple des préposés, vous êtes aussi sous la loi dans l'obligation de signaler dans certains contextes. OK? Donc, ça vous concerne aussi. Une question qui m'a déjà été posée, c'est, mais là, si je suis dans ma vie personnelle, je fais partie de ces groupes-là, puis je suis dans ma vie personnelle, je vois une situation de maltraitance dans ma famille, est-ce que je suis obligée de signaler? Dans la loi, c'est bien statué que c'est dans le cadre de sa profession, de ses fonctions, donc dans le cadre de votre travail que cette obligation-là s'applique. On s'entend que si vous voyez quelque chose de louche, c'est toujours mieux de signaler ou de soutenir la personne à faire une plainte. Là. Comme je disais tantôt, l'idée, c'est d'aider la personne à avoir des services, puis à aller chercher de l'aide, puis de ne pas la laisser tout seule dans ce type de situation-là. Donc, si je récapitule rapidement, professionnel reconnu en vertu du Code des professions, donc si vous faites partie d'une ordre professionnelle, vous êtes probablement couvert par la loi. Allez vérifier. Et les prestataires de services de santé et de services sociaux qui travaillent dans les RPA, le réseau de la santé, les RI, donc ressources intermédiaires, RTF, ressources de type familial. Super important à comprendre. Donc, vous êtes dans ceux qui ont l'obligation de signaler, qui veut dire que le mieux, c'est de signaler avec le consentement de la personne, mais que vous avez quand même l'obligation de signaler, même si vous n'avez pas le consentement de la personne. C'est quoi les contextes? Comme j'ai dit, ce n'est pas dans tous les contextes que le signalement obligatoire s'applique. Là, on sait c'est qui a l'obligation de signaler. Fait que si vous faites partie de ces personnes-là, c'est dans quel contexte vous êtes obligé de signaler. Bon, fait que là, il faut regarder à la personne maltraitée. Est-ce qu'elle fait partie des groupes suivants?
Est-ce que c'est une personne dont l'inaptitude à prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale et qu'elle n'a pas vraiment de mesures de protection non plus? OK? Ça, vous allez voir, les critères, des fois, ça peut être compliqué à vérifier, mais étape 1, personne dont l'inaptitude a été reconnue par une évaluation médicale. Les personnes vivant en CHSLD aussi, il y a l'obligation de signaler s'ils vivent de la maltraitance. Donc, CHSLD, Centre d'hébergement et de soins de longue durée. Toutes des personnes majeures, comme je disais tantôt, ce n'est pas les enfants non plus. Personnes majeures vivant en ressources intermédiaires ou ressources de type familial. Puis personnes en situation de vulnérabilité vivant en RPA. Donc, ça, on revient tout à l'heure. Vous avez vu les prestataires de soins de services qui travaillent dans ces milieux-là, ils ont l'obligation de signaler. C'est important de comprendre que l'idée, c'est, on s'entend que les personnes en CHSLD, 80% ont des troubles cognitifs, donc ne sont pas capables de faire une plainte. Puis même, des fois, ils ne sont même pas capables de donner leur consentement au signalement. Donc, c'est pour ça qu'on fait, la responsabilité de signaler ou l'obligation de signaler revient alors aux personnes qui travaillent dans ces types d'établissements-là, parce que les autres personnes ne le feront pas. OK? Fait que vous avez l'obligation de signaler à ce moment-là. Et c'est, comme je disais, c'est avec un motif raisonnable de croire. Puis même les professionnels qui sont liés par le secret professionnel, ils ont aussi l'obligation de signaler. Fait que c'est pas parce que vous êtes lié au secret professionnel que ça ne s'applique pas. Oui, ça s'applique. Les deux seuls professionnels auxquels le signalement obligatoire ne s'applique pas, c'est les notaires et les avocats. Tous les autres professionnels liés au secret professionnel, l'obligation de signaler s'applique. OK? Là, je comprends que c'est difficile des fois de déterminer si est-ce que la personne maltraitée fait partie des groupes suivants. L'important, si vous signalez de bonne foi, il n'y a pas de problème, là. Quand on signale, ça s'en va vers les autorités désignées et ces personnes-là vont vérifier s'il y a de la maltraitance ou pas. Vous, votre rôle, c'est de dire, il y a un motif raisonnable, je signale. OK? C'est ça qu'on demande. Puis aussi, c'est toujours possible de signaler avec le consentement de la personne. Fait que la première étape, on demande son consentement. C'est juste que si elle ne donne pas, puis vous êtes dans ce contexte-là, vous devez signaler quand même. Alors, c'est ça la différence avec le signalement en général. Il y a le signalement obligatoire dans certaines situations. Fait que si je reviens, donc les personnes suivantes, si vous avez un motif raisonnable qui vivent de la maltraitance et vous faites partie des deux groupes de tantôt, vous avez l'obligation de signaler. Et important, donc, personnes vivant dans un CHSLD, ressources intermédiaires, ressources type familiales, les personnes dont l'inaptitude a été démontrée par une évaluation médicale. Et je reviens sur la situation particulière ici de personnes en situation de vulnérabilité vivant en résidence privée pour aînés. OK? Parce que là, ce n'est pas tout le monde qui vit dans les résidences privées pour aînés, c'est vraiment celles qui sont en situation de vulnérabilité. Là, vous me dites, Mélanie, comment on fait pour déterminer qu'ils sont en situation de vulnérabilité? C'est un terme un peu large et pas clair. Il est défini dans la loi, mais nos amis du CREGES, donc du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale où je travaillais avant, ont eu un mandat ministériel pour développer un outil pour aider à l'application de la loi. On a fait un balado pour expliquer cet outil-là, donc dans un balado de cible grise qui s'appelle « Comment analyser une situation de maltraitance dans le contexte de la loi 6.3 ». On a Sarita Israël et Marie Soulière qui présentent cet outil-là. Cet outil est disponible sur le site web du CREGES, donc www.creges.ca. Vous pouvez aller le chercher. Mais là, j'ai pris des bouts et je vous les explique verbalement, mais c'est vraiment un bon outil pour vous aider à décider si oui ou non la loi s'applique puis le signalement obligatoire. Donc, c'est quoi une personne en situation de vulnérabilité? Parce qu'il faut quand même avoir, en résidence privée pour aînés, si on pense que la personne vit de la maltraitance, le signalement obligatoire s'applique quand on considère qu'elle est en situation de vulnérabilité. Donc, c'est quoi ça? C'est si elle a la difficulté à demander ou obtenir de l'aide. Okay? Donc, sa capacité à demander de l'aide ou à l'obtenir est limitée en raison des éléments suivants, de maladies ou des blessures, d'une situation de handicap ou des contraintes psychosociales. Okay? En bref, on va faire un signalement sans le consentement de la personne parce qu'elle n'est pas capable de faire une plainte.
ou n'est pas en mesure aussi de donner son consentement de façon libre et éclairée. Le mot libre est important, vous allez voir, pour qu'on puisse nous faire le signalement sans qu'il soit obligatoire. Fait, en bref, la personne a des difficultés. Quel genre de contraintes la personne peut vivre? Là, on parle vraiment de personnes en RPA, donc elle est en situation de vulnérabilité si elle a des contraintes liées à son environnement social. Peut-être qu'elle a un accès limité aux services. Elle n'est pas capable d'appeler au téléphone, d'aller chercher des services. Elle n'a pas de soutien aussi pour faire une plainte. Elle vit peut-être de la discrimination. On voit des fois dans les gens LGBT queer que ils ne font pas confiance aux services de santé, donc ils n'iront pas parce qu'ils ont eu des expériences antérieures négatives, etc. Il peut y avoir des barrières linguistiques aussi. Donc, les services ne sont pas dans la langue de la personne, donc elle n'est pas capable de faire le signalement, etc. Donc, signalement obligatoire. Les contraintes liées à une relation de pouvoir de contrôle par une autre personne. Vous pouvez imaginer peut-être que c'est une situation de violence conjugale ou la maltraitance est faite par le gestionnaire de l'établissement. Puis là, la personne, je veux dire, elle s'en prie, puis elle n'ose pas dénoncer ce qui se passe à la résidence, par exemple. Dans d'autres balados, on a parlé de maltraitance en RPA. Vous pouvez aller voir ceux-là aussi. Peut-être qu'il y a des contraintes liées à la perception de la situation de maltraitance. Il y a trop de honte puis de culpabilité. La personne ne comprend pas c'est quoi de la maltraitance ou ses droits. Des fois aussi, il peut y avoir déjà des traumas préexistants, donc peut-être un choc post-traumatique qui fait que la personne a de la misère à juger que c'est une situation de maltraitance. Puis il y a aussi des contraintes liées à d'autres problématiques comme la dépendance. Donc peut-être qu'il y a de l'alcoolisme, une dépendance aux drogues. Il peut y avoir des problèmes de santé mentale qui sont maltraités, oui, c'est moi utilisé, mais qui ne sont pas traités. Donc, la personne peut-être est déconnectée de la réalité, fait que ça ne lui permet pas non plus. Et on considère aussi les personnes en situation d'itinérance, comme des personnes en situation de vulnérabilité, ou si vous faites partie des groupes de personnes liées au signalement obligatoire, vous devez signaler sans le consentement. Comme je dis, vous pouvez toujours demander le consentement, c'est juste que si jamais elle ne vous le donne pas, puis les conditions sont toutes remplies, vous êtes obligé de faire le signalement quand même, puisque vous êtes dans l'obligation de le faire. Bon, on arrive enfin à qui signaler. Okay? Donc, au Québec, on a tranquillement développé un système, justement, entre guillemets, simplifié, là, mais plus clair de à qui on signale, qu'est-ce qui se passe après, et etc. Et la loi fait partie de ça. Donc, on a un signalement obligatoire aussi qui s'applique. Donc, ça dépend des situations. Puis là, je vais tout de suite vous dire que cassez-vous pas la tête, vous pouvez appeler la ligne aide maltraitance adulte aîné. Si vous êtes professionnel, si vous êtes civil aussi, ils vont vous aider à déterminer si la situation fait partie d'un signalement obligatoire. Et à qui signaler. Ils sont là pour ça. On va donner plus d'informations à la fin du balado avec le numéro de téléphone et tout. Mais je vous dis tout de suite que déjà, la ligne aide maltraitance adulte aîné sont là pour vous aider à prendre des décisions, est-ce qu'il y a un signalement obligatoire ou pas, et où je dois signaler. Mais si je vous l'explique, vous voulez quand même comprendre par vous-même, si la situation implique une personne maltraitée qui reçoit des services de santé ou de services sociaux, le signalement obligatoire, il va être fait auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, nous autres on appelle ça le CLPQS, qui est rattaché à l'établissement où la personne reçoit ses services. Donc, si la madame va au CA, ben, c'est le CLPQS rattaché au CLSCA à qui on va faire le signalement. Si vous voulez connaître les coordonnées des commissaires de votre région, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller dans votre politique d'établissement si vous travaillez dans le réseau de la santé et des services sociaux. Sinon, il y a une liste des CLPQS, donc des commissaires locaux aux plaintes à la qualité des services, disponibles sur le web. Puis vous allez voir chacune des régions qui fait ce travail-là. Mais encore là, vous pouvez appeler à la ligne aussi si vous voulez peut-être sauver du temps puis ou avoir de l'aide pour faire tout ça. Si ce n'est pas dans le cadre du réseau de la santé et des services sociaux, donc la personne n'est pas connue, un usager connu du réseau de la santé et des services sociaux, dépendamment de la situation, ça va être le corps de police, le curateur public, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc c'est DPDJ, ou l'autorité des marchés financiers même, donc l'AMF. Comme j'ai dit, appelez la ligne, sinon, puis il y a des informations aussi sur le web, sur le processus de signalement obligatoire au niveau du ministère également, là, si vous voulez plus d'informations. Ce qui est intéressant aussi dans la loi, c'est qu'il y a quand même des mesures de protection pour les gens qui font signalement obligatoire, parce qu'on ne se sent pas toujours à l'aise de faire le signalement obligatoire.
Donc, vous êtes protégé par la loi. C'est-à-dire que les gens, si vous faites un signalement obligatoire, ils n'ont pas le droit de vous menacer, vous intimider, d'appliquer des mesures de représailles, perdre votre emploi ou suspendre. Fait que des fois, on dénonce un employeur ou un autre employé. Donc, tout ça, les gens n'ont pas le droit. S'ils font ça, il y a sont passibles d'amende, donc vous êtes protégés. Puis vous ne pouvez pas être poursuivi en justice non plus si vous avez fait un signalement de bonne foi. Super important aussi, parce que les gens, habituellement, ils ne font pas ça de mauvaise foi, mais si vous le faites de bonne foi, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé. Par contre, si vous ne signalez pas, et c'était une situation de signalement obligatoire, et faites partie des personnes qui ont l'obligation de signaler, à ce moment-là, vous ne respectez pas la loi, puis c'est une infraction, puis vous pouvez avoir des amendes, puis donc, la loi aussi vous contraint à signaler. Donc, ça vous protège, mais ça vous contraint aussi à signaler. Donc, l'idée de base, c'est que quand il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en vie de la maltraitance, l'important, c'est de l'accompagner pour faire une plainte si elle est apte. Sinon, au moins lui demander son consentement avant de faire le signalement. Mais dans certaines situations, même si ça ne donne pas son consentement, il y a un signalement obligatoire et vous devez signaler quand même aux autorités déjà désignées à cet effet. Les études ont démontré que les professionnels de la santé et des services sociaux ont beaucoup de résistance au signalement obligatoire. Pas juste au signalement obligatoire, au signalement, je dirais, en général. Souvent, ils disent, ils n'ont pas le temps. Souvent, ils ne sont pas au courant des lois et des procédures. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ça aussi. Des fois, les gens disent, ah oui, mais là, tu sais, je ne veux pas briser ma relation avec la personne en allant à l'encontre de ce qu'elle veut. Comme je disais tantôt, souvent, quand ils sont en situation de vulnérabilité, il y a plein de contraintes et d'embûches au signalement et c'est mieux de signaler, d'aller chercher de l'aide, même si la personne ne le veut pas. Comme j'ai dit, c'est dans certaines situations très précises. Donc, je vous encourage à bien comprendre la loi, bien comprendre vos obligations par rapport au signalement et de toujours garder en tête que l'idée de signaler, c'est d'aller chercher de l'aide pour la personne et qu'elle ne reste pas tout seule dans cette situation-là. Habituellement, les situations de maltraitance, ils ne vont pas partir d'elles-mêmes. Ça va souvent être une escalade, ça va être de pire en pire. Donc, il vaut mieux agir plus tôt que trop tard aussi. Je tiens à vous rappeler qu'une des conséquences de la maltraitance, c'est le décès, les meurtres et tout ça. Donc, ça va loin. Des fois, on oublie, on dit, c'est une petite chicane. Oui, mais à long terme, ça peut dégénérer. Puis je pense que c'est important de s'y attarder le plus rapidement possible. Comme j'ai dit, vous pouvez appeler à la ligne aussi. Si vous avez besoin d'aide pour en discuter puis réfléchir, est-ce que je suis obligée de signaler ou pas, puis c'est quoi la meilleure option pour cette personne-là qui vit de la maltraitance. Donc, merci d'avoir été des nôtres en espérant que vous avez apprécié cet épisode de Cible Grise et que vous allez regarder les autres aussi qui sont reliés à celle-ci. Si vous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser une mention j'aime. Puis aussi, il n'y a rien qui vous empêche de partager cet épisode avec vos collègues, avec vos proches, pour qu'ils soient au courant aussi du signalement et comment ça fonctionne, le signalement obligatoire au Québec. Merci et bonne journée. On veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue, qui est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Donc, le 1-888-489-2287.